Vous connaissez peut-être, beaucoup d'entre vous ont lu déjà des livres de Gilbert Achcar. Je ne vais pas le présenter longtemps. Il est professeur à l'école des langues orientales à Londres. Et non, pas les langues. Les civilisations, des études orientales, School of Oriental and African Studies, SOAS. Et il est l'auteur d'une bonne dizaine d'ouvrages, les derniers qui ont suscité beaucoup de débats, pas seulement en France, mais dans le monde arabe et aux États-Unis. Les Arabes et la Shoah, publié chez Sinbad Actes Sud en France et traduit dans plusieurs langues étrangères, et écrit déjà en anglais, je crois, par Gilbert lui-même, n'est-ce pas? Et puis Ayman au Caire, et le dernier livre était Le peuple veut, une exploration radicale du soulèvement arabe. Ouvrage qui a, à mon avis, été le livre le plus pertinent sur le soulèvement arabe à partir de la Tunisie en décembre 2010. Et bientôt, alors ce livre existe déjà dans 4 langues, il existe en arabe, en anglais et en turc. Vous l'avez ici en arabe, je crois, ceux qui veulent que Gilbert le signe à la fin de notre séance, il le fera. Bon. Et je vous annonce aussi la parution en mai d'un 4e livre de Gilbert Achcar chez Sinbad Actes Sud, intitulé Marxisme, orientalisme, cosmopolitisme, et qui sortira donc en mai de cette année 2015. Voilà. Donc, on s'est mis d'accord avec Gilbert qu'il intervienne sur une intervention générale, mais pour expliquer un peu, après le mouvement de soulèvement, le processus révolutionnaire déclenché fin 2010, les forces de la contre-révolution dans l'ensemble des pays arabes, comment les choses se sont passées plus tard, aussi bien au Yémen qu'en Libye, qu'en Égypte, et bien entendu en Syrie, en insistant sur la situation syrienne. Gilbert, 20 minutes, ça te va? 20 minutes, et puis après, on prendra aussi 10-15 minutes pour échanger, et je vous remercie beaucoup de votre patience. La nature de l'État que j'ai évoqué, et dont j'ai analysé les caractéristiques principales avec 2 concepts centraux, celui de l'État rentier et celui de l'État patrimonial, c'est-à-dire d'un État qui est la propriété d'une famille régnante, et c'est le cas dans la région arabe, non seulement dans les monarchies, mais aussi dans certaines républiques comme la Syrie ou la Libye, bien entendu. Donc la nature de cet obstacle est telle que pouvoir vaincre cet État, pouvoir changer les choses est une entreprise extrêmement difficile. D'où la mise en garde au début, enfin dans ce qui me concerne en tout cas, contre l'euphorie du printemps arabe, la grande euphorie, les grandes illusions sur ce qui pouvait arriver, et qui faisait abstraction de l'énormité, si vous voulez, des obstacles à franchir pour un véritable changement, pour le type de changement souhaité par ces millions de personnes qui se sont mobilisées, notamment dans la jeunesse, pour changer les choses dans la région. C'est pour ça aussi que j'ai insisté, à partir de l'analyse des facteurs déterminants de l'explosion, sur la notion de processus révolutionnaire à long terme. Non pas une saison, non pas un printemps, mais un processus historique qui, j'ai pas cessé de le répéter, allait s'étendre depuis le début, depuis 2011, allait s'étendre sur plusieurs années, sinon sur plusieurs décennies. Et on est là aujourd'hui plus déjà, on voit bien maintenant aujourd'hui comment cette déstabilisation générale de la région est véritablement un phénomène qui va s'installer sur le long terme. Cette euphorie, elle était déjà
déplacé en ce qui concerne les deux pays où des victoires avaient été réalisées, c'est-à-dire la Tunisie et l'Égypte. Même pour la Tunisie et l'Égypte, l'euphorie était déplacée au sens où ce qui a été renversé, si vous voulez, en Tunisie et en Égypte, ce n'était que le sommet de l'iceberg, hein, que le gros de cette structure sociale et politique qui est à l'origine du blocage n'a pas été véritablement entamé, que ce que on appelle maintenant dans la région, avec un terme emprunté aux Turcs, l'État profond. Eh bien, l'État profond était toujours là, et c'est d'ailleurs, bon, que ce soit la Tunisie et encore plus l'Égypte, où les choses sont beaucoup plus claires, on a confondu avec une victoire révolutionnaire, au sens complet du terme, un coup d'État militaire, parce que le coup d'État militaire, c'est pas seulement en 2013 en Égypte, c'est le 11 février 2011, avec, dans les règles de l'art, avec communiqué numéro 1, numéro 2, et une junte militaire qui prend le pouvoir, le Conseil suprême des forces armées. Donc c'était pour indiquer... Bon, évidemment, il y a eu une victoire de remporter, mais c'était une victoire en surface, si vous voulez. Mais le gros du régime, hein, si le peuple voulait le renversement du régime, le régime n'a pas été renversé en 2011, ni en Égypte, ni même en Tunisie, même si en Tunisie les changements sont allés plus loin. Bon, je dirais deux mots également un peu plus tard. Alors, par contre, déjà, enfin, pour la Tunisie et l'Égypte, l'euphorie pouvait être justifiée, si vous voulez, par la victoire achevée, même si elle était fondée sur des illusions. Pour la Libye et surtout pour la Syrie, bon, l'illusion de pouvoir répéter le processus, enfin les scénarios tunisiens et égyptiens étaient une illusion tragique. Bon, enfin, je crois que les Libyens n'ont pas tellement eu cette illusion. Hein, je crois qu'en Libye, les choses étaient plus claires sur la nature de l'appareil d'État et le fait qu'il n'allait pas céder la place pacifiquement. Mais pour la Syrie, ces illusions ont perduré plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, il y avait cette illusion-là, il y avait l'illusion de la possibilité de contenir le processus dans des limites pacifiques, c'est le meilleur, et de produire un renversement, si ce n'est du régime, du moins du chef de l'État, à la tunisienne ou à l'égyptienne, par la mobilisation populaire. Bon, on sait aujourd'hui qu'il n'en a rien été, mais à partir de l'analyse que j'ai faite, j'ai moi-même, dès le début, pour la Syrie, insisté sur le fait que la guerre civile était inévitable, qu'il n'y a pas moyen de renverser un régime tel que le régime syrien, de la même façon d'ailleurs que ce fut le cas pour le régime libyen, sans briser sa force militaire. Et briser sa force militaire, ça ne peut pas se faire par des manifestations pacifiques. Surtout dans un État où le noyau dur des forces armées est contrôlé par des liens d'allégeance au pouvoir. Bon, on les connaît, notamment par l'exploitation du facteur confessionnel, qui font que il est très difficile de détacher cet appareil, cette garde prétorienne du régime, de la détacher de la famille régnante. Et cela également, on a pu le voir. Il faut être conscient du fait que le processus révolutionnaire qui a démarré en 2010 dans la région est un processus qui déjà, enfin, ça, je pourrais le dire, je l'ai dit en 2011, au tout début, avant même que ça commence, en février, 2011, j'expliquais, c'est des choses qui se trouvent sur YouTube, que ça allait être sanglant en Syrie, en Libye. Bon. Mais il faut être conscient du fait que le type d'État qu'il y a dans la région sont des États qui ne peuvent être renversés que par des processus avec un prix à payer très élevé. Hein. On n'est pas, si vous voulez,
le renversement des États patrimoniaux, on sait ce que c'est historiquement. La Révolution française en est un cas. La Révolution française a été extrêmement sanglante. Si vous prenez le processus de la Révolution française dans son entièreté, la Révolution anglaise, toutes les révolutions qui se heurtent à des régimes patrimoniaux sont des révolutions avec un prix fort à payer. Et l'illusion de 2011 a été en partie due à ce phénomène tout à fait exceptionnel qui a été le renversement des régimes d'Europe de l'Est en 1989, qui s'est fait de manière quasiment pacifique en comparaison de ce qui est déjà le cas et de ce qui attend encore la région arabe. Mais c'est précisément parce que c'est à l'antipode d'un régime patrimonial, au sens où il n'y a pas de propriété privée. Non seulement il n'y a pas de propriété privée de l'État dans les systèmes d'Europe, il n'y avait pas de propriété privée de l'État dans les systèmes d'Europe de l'Est, mais il n'y avait même pas de propriété privée de l'économie, enfin des moyens de production. Et c'est ce qui explique la façon surprenante. Hein, c'est le changement radical socio-économique le plus rapide et le plus pacifique de l'histoire. C'était un bon bouleversement, mais c'était l'exception, c'était pas la règle. Et là, nous ne sommes pas dans le monde arabe, malheureusement, dans ce cas de figure, nous sommes plus dans le cas de figure des révolutions contre des régimes patrimoniaux, des révolutions comme l'Europe a pu en connaître au XVIIe, au XVIIIe siècle et au XIXe, et qui sont, en règle générale, des révolutions avec des processus de révolution, de contre-révolution, de guerre civile, etc., des processus prolongés. Et ce ne sont pas les seuls. Bon, enfin, je cite des exemples européens, on peut citer d'autres exemples. La Chine, par exemple, le processus révolutionnaire chinois, qui s'est étendu sur quelques décennies et qui a été également très sanglant. Donc, ça, c'est le problème principal de ce à quoi nous sommes confrontés dans la région. Alors, il y a un deuxième problème, une deuxième couche, si vous voulez, de complexité, de difficulté, qui est particulière à cette partie du monde aujourd'hui. C'est ce dualisme de l'opposition, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qui a émergé en 2011, c'était des forces nouvelles, ça a été beaucoup souligné. En bonne partie, c'était des forces nouvelles, c'est vrai. Beaucoup de jeunes qui utilisent les technologies modernes, qui sont de politisation relativement récente et qui ont des aspirations démocratiques, de justice sociale, etc. Bon, des aspirations que l'on peut qualifier de progressistes. Mais ça, si vous voulez, c'est même pas des oppositions qui ont préexisté. En très grande partie, c'est une opposition nouvelle, c'est une force nouvelle qui a émergé dans le processus lui-même. Or, c'est une région qui, depuis 3 décennies, a connu la montée sur fond de débâcle de la gauche traditionnelle, de la gauche nationaliste et de la gauche communiste, qui a connu sur fond de cette débâcle la montée de forces d'opposition intégristes qui au départ ont été favorisées par les régimes comme antidote à la gauche et qui sont devenues progressivement, on connaît ce phénomène de l'apprenti sorcier, il s'est répété d'innombrables fois dans la région, y compris à grande échelle avec les États-Unis et le 11 septembre, eh bien, des forces qui ont été au départ favorisées comme antidote à la gauche et qui après sont devenues l'opposition principale au régime en cours, dans la mesure où vous créez le vide politique en supprimant des directions progressistes. Il y a une tension extraordinaire, un mécontentement social extraordinaire qui va finir par emprunter les voies qui lui sont ouvertes et ça a été de telle sorte que la voie qui est restée ouverte dans la plupart des cas était la voie de courant de type intégriste. Et ça, c'est une complexité majeure du processus, parce que ces oppositions se sont engouffrées dans le soulèvement. Nulle part elles ne l'ont initié, mais elles l'ont partout. Elles se sont partout engouffrées dans le soulèvement et elles ont été confondues, si vous voulez, par
y compris par les forces nouvelles, comme faisant partie du processus révolutionnaire. Elles ont été vues comme si elles étaient partie prenante du processus révolutionnaire, alors que ce qu'il y avait, c'était une convergence sur un ennemi commun, mais certainement pas une convergence sur des options sociales, économiques, politiques, culturelles, etc. Et le fait est que ces forces-là ont été vite cooptées comme instrument de la contre-révolution par des forces internationales régionales, par les États-Unis, par le Qatar, qui a joué le rôle de médiateur entre les États-Unis et ces forces-là dans la région, comme moyen d'exorciser, si vous voulez, ce danger révolutionnaire qui aurait pu menacer fondamentalement les intérêts des États-Unis dans la région et de l'orienter dans une voie que les États-Unis pensaient pouvoir contrôler, ou du moins avec laquelle les États-Unis pensaient pouvoir coexister. Donc de fait, bon, une partie des forces qui se sont engagées dans le grand soulèvement sont des forces de nature réactionnaire dans leur programme et contre-révolutionnaire dans le rôle, objectivement, qu'elles ont été appelées à jouer. Et en face de cela, à côté de cela, ces forces nouvelles, si vous voulez, ce potentiel progressiste qui a pu exister dans la région, eh bien, il a été très faible. Bon, ça a été souligné plusieurs fois. Vous pouvez, avec Facebook et tout cela, vous pouvez appeler à d'énormes manifestations. Pour ce genre d'initiative, ça marche très bien, on a vu. Mais vous ne pouvez pas renverser, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir avec Facebook. Vous ne pouvez même pas gagner des élections avec Facebook. Ou encore, du moins, pas encore, et certainement pas dans des pays comme ceux de la région. Donc, il y avait un gros problème soit d'absence. Dans plusieurs pays de la région, vous avez une absence de forces progressistes un tant soit peu organisées. Par exemple, c'est le cas de la Libye. Hein. Soit de faiblesse objective. Bon, quand elles existent, dans les pays où elles existent, souvent, c'est des forces plutôt faibles. Je parle des forces organisées, hein, encore une fois. Ou alors, dans les rares cas, enfin le cas où il y a une force réelle, qui est le cas tunisien, et cette force réelle, c'est l'Union générale des travailleurs tunisiens, l'UGTT, qui est de loin la force organisée, sur le plan social, la force sociale organisée la plus importante du pays, eh bien, on a là une faiblesse stratégique, un manque d'orientation à la hauteur des exigences, si vous voulez, de ce processus. Et du coup, bon, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des forces progressistes tout à fait désorientées et faire une série de mauvais choix qui n'ont, bien entendu, pas contribué à rendre les choses meilleures. Hein. Bon, la Tunisie, je viens d'évoquer la Tunisie. Bon, quand je parle de forces progressistes, je mettrai dedans les forces qui s'identifient comme forces de gauche et les démocrates. Eh bien, on a vu des démocrates faire alliance avec le Nahda, enfin, qui est la branche tunisienne des frères musulmans. Et, bon, la figure de Marzouki, évidemment, rentre dans cette catégorie. Mais on a vu surtout la gauche qui, bien que devenue hégémonique dans l'UGTT à son premier congrès après le renversement de Ben Ali, eh bien, on a vu une gauche ne pas comprendre que l'avenir de la révolution tunisienne aurait dû dépendre de cette UGTT, que c'est cette UGTT qui devait être mise en avant et poussée en tant que candidate au pouvoir. Et en lieu et place de cela, on a eu les premières élections, la victoire relative de Nahda dans ces élections,
et une gauche qui va finir par s'allier avec l'ancien régime, par des restes de l'ancien régime, représentés par Nida Tounes, contre la Nahda. Et avec tout cela, en prenant le risque de se retrouver, comme on dit en français, gros gens comme devant, avec l'ancien, enfin le Nida, sur le point de passer un accord avec la Nahda. Donc, sur le plan stratégique, c'est le contraire essentiel de ce qu'il fallait faire, parce que ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut faire à l'avenir, c'est construire un pôle progressiste à égale distance de l'ancien régime et des forces religieuses, réactionnaires, qui lui font concurrence. L'Égypte, eh bien, l'Égypte est une autre illustration de cela. Là, il n'y a pas de force organisée potentiellement hégémonique comme l'est l'UGTT, malheureusement, mais il y a quand même un ensemble de forces de gauche et démocratiques qui auraient pu, pourront, je l'espère, on l'espère à l'avenir, peser fortement dans le processus. Or, à quoi on a assisté? Eh bien, la même désorientation stratégique. Bon, en prenant la figure la plus emblématique un peu de qui est au centre de cette galaxie progressiste, la figure du Nassérien Hamdine Sabahi, eh bien, son mouvement a fait alliance avec les frères musulmans aux élections parlementaires de 2011 et a fini par soutenir les militaires au coup d'État de 2013. Donc on est passé d'une alliance avec un pôle de la contre-révolution à une alliance avec un autre pôle peut-être même plus grave et dangereux de la contre-révolution. Et c'est entre les deux seulement, en 2012, qu'on a vu une petite fenêtre ouverte sur le potentiel qui existerait avec une ligne différente quand, aux élections présidentielles, le même Hamdine s'est présenté au premier tour à la fois contre l'ancien régime représenté par le militaire, Shafi, et les frères musulmans représentés par Morsi. Eh bien, il a obtenu 5 millions de voix, près de un vote sur 5, ce qui est énorme. Et le plus grand vote dans les deux centres urbains principaux du pays, au Caire et à Alexandrie. Donc ça indique le potentiel énorme qui aurait pu exister sur une ligne de dignité nationale, une identité impérialiste, une ligne de justice sociale, une ligne de démocratie véritable, de démantèlement des appareils répressifs, etc. Bon, et qui soit, donc, comme j'ai dit, qui surtout sur la question sociale et économique, eh bien, renvoie dos à dos les intégristes de tout poil et l'ancien régime, puisque, comme on l'a vu, ils ne diffèrent en rien sur ce plan-là, que ce soit dans l'expérience tunisienne ou l'expérience égyptienne. Les frères musulmans ont montré qu'ils suivent le même sillon néolibéral que le régime précédent. D'ailleurs, un de leurs dirigeants l'avait dit en Égypte. La politique économique, il avait dit, de Moubarak était très bonne, mais le seul problème, c'était la corruption. Donc, tout est ramené à une question morale, finalement, qui peut se régler avec un peu plus de religion. Bon, on a vu ce que ça a donné. Alors, la Syrie. J'en viens à la Syrie. Eh bien, je dois dire que la Syrie, malheureusement également, ne fait pas exception. C'est-à-dire que la Syrie est un pays qui, par la nature du régime, pas autant que la Libye, mais quand même, les oppositions politiques organisées dans le pays même ont été décimées, ont été écrasées au cours des dernières décennies par la répression ultra-violente du régime marxiste. Bien, ce qui fait que là, le vide était plus grand, certainement, que dans des pays comme la Tunisie ou l'Égypte. Mais émergence, là aussi, de nouvelles forces, en bonne partie des jeunes, qui utilisent les technologies, etc., d'une aspiration
qui se traduit par un ensemble de revendications, un début de programme. Bon, tout cela indiquait où était, si vous voulez, la cause de l'espoir et aussi de l'euphorie, pas seulement dans le pays, mais enfin pour les gens à l'extérieur, en voyant cela, se réjouissant de voir émerger quelque chose de nouveau dans le pays. Le problème, c'est qu'on a vu tout de suite une entreprise de cooptation, alors là, pas sur le terrain, mais à l'extérieur, de cooptation du soulèvement syrien. Hein? La formation du Conseil national syrien, des forces de gauche et des démocrates se sont engagés, à mon sens, au départ, une erreur fondamentale pour des forces de gauche et des progressistes. D'autant plus que le poids des frères musulmans dans le Conseil national était amplifié par Qatar et la Turquie, puisque c'était essentiellement une opération derrière laquelle il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, Qatar, l'émirat du Qatar et la Turquie. Et ce n'est pas la présence ou la désignation symbolique de quelqu'un comme Burhan Ghaliun au départ qui pouvait tromper qui que ce soit. Ben, il était là pour la façade. D'ailleurs, on l'a vu avec, en tout cas les Syriennes et les Syriens dans la salle sauront de quoi je parle, mais enfin, l'épisode du Caire, par exemple, du communiqué du Caire, a montré à quel point il avait aucune influence réelle et a montré qui était la direction véritable là-dedans. Je crois que il y a dans la décision des comités locaux de coordination, dans leur décision de reconnaître le Conseil national syrien comme la représentation légitime, etc., du soulèvement, je crois que là, il y a un choix qui a été fatal. Bon, dans quelle mesure il y aurait eu la possibilité de faire autre chose sur le terrain? C'est facile à dire, c'est plus facile à faire, ça j'en suis parfaitement conscient. Mais enfin, la tentative n'a même pas été faite, le problème est là. Et le fait de se reconnaître, d'accepter que ce conseil à l'étranger, otage de Qatar, otage de la Turquie, d'accepter que ça soit la direction du soulèvement, ben c'était une recette inévitable pour un échec, pour un véritable désastre. Et alors encore plus quand d'autres démocrates, d'autres gens de la gauche syrienne, dans les luttes internes, vont finir par se lier aux Saoudiens, ou essayer d'utiliser les Saoudiens contre les Qataris, et l'opposition syrienne est devenue le terrain des rivalités entre Saoudiens et Qataris, avec un spectacle extrêmement désolant, écœurant, aurait dit, pour ceux, enfin, les Syriennes et Syriens dans la salle, en tout cas, je crois, suivent cela de près, mais le spectacle de l'opposition syrienne est écœurant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un spectacle écœurant et qui n'est nullement de nature à inspirer qui que ce soit. Le potentiel de 2011, ce n'est pas du tout de cette opposition officielle qui le représente aujourd'hui. Il est cassé, il est éparpillé, il est en bonne partie à l'extérieur du pays, beaucoup sont sortis. Il n'est pas mort, il n'est pas défunt, je reviens en conclusion dans un instant. Donc, et tout cela avec aussi une direction, un conseil national qui avait une absence totale d'intelligence stratégique sur le déroulement des opérations, qui a cru lui-même à la possibilité d'un processus pacifique, qui a condamné les premières désertions de l'armée syrienne et qui a condamné le recours aux armes comme s'il y avait la possibilité de continuer à manifester dans un pays avec un régime aussi brutal, sans défense, sans des moyens de défense des manifestations. Bien, en tout cas, je crois que c'est là
l'enclenchement qui, avec les manœuvres du régime, les manœuvres machiavéliennes du régime consistant à favoriser les intégristes les plus radicaux, ce qu'aujourd'hui on appelle les djihadistes, des choses comme ça, eh bien, c'est ce qui va nous donner progressivement cette situation actuelle où il y a le régime d'une part, où il y a l'État islamique et Al-Qaïda, Nusra d'autre part, et puis ce qui reste, qui est censé être un troisième camp, lui-même est dominé par des forces à référent religieux. Hein. Donc c'est sur le plan... Enfin, et dans tout cela, repérer des forces que l'on peut considérer comme progressistes et démocratiques sur le terrain me semble extrêmement dur. En tout cas, s'il y en a, elles sont vraiment marginales. Elles ont été marginalisées dans cette situation de pourrissement profond également du processus. Bon, on a vu ça dans d'autres cas, comme celui de la guerre civile au Liban, où des forces militaires deviennent motivées par la rapine et le butin. Bon, la Syrie, malheureusement, a vu également cela. Donc, je pense, enfin, pour conclure là-dessus, je pense que, enfin, au point où en sont les choses, il n'y a pas de bon scénario pour la Syrie. Je crois qu'il y a il faut penser au scénario le moins mauvais, quoi. C'est-à-dire que les aspirations du soulèvement, on en est loin, ça c'est clair aujourd'hui. Et il ne faut pas se faire d'illusions, la moindre illusion là-dessus. Bon, je crois qu'aujourd'hui, le scénario le moins mauvais, je dis bien le moins mauvais, c'est un accord, quel qu'il soit, qui puisse arrêter les combats et permettre aux réfugiés de revenir. C'est l'urgence absolue. Parce qu'au-delà, il n'y a pas aujourd'hui de perspective, il n'y a plus aujourd'hui de perspective de changement positif, de changement progressiste dans la situation syrienne. C'est pour ça que l'urgence absolue, c'est l'urgence humanitaire de cette catastrophe immense qui est cette guerre, cette hémorragie du peuple syrien qu'il faut absolument arrêter et cette destruction du pays qui est déjà malheureusement extrêmement avancée, puisque bon, les estimations sont maintenant de 40 ans pour revenir au niveau économique d'avant le soulèvement. Donc c'est vous dire à quel point la destruction a été terrible. À l'échelle de la Syrie comme à l'échelle de l'ensemble de la région, le problème clé, c'est le problème de la direction du soulèvement, le problème de l'émergence de forces politiques capables de représenter les aspirations progressistes qui se sont manifestées en 2010-2011, enfin depuis décembre 2010, à l'échelle régionale. La construction d'un pôle progressiste, de forces de gauche et de démocrates, indépendants tant de l'ancien régime, même quand l'ancien régime devient opposition, comme ça a été le cas en Égypte et en Tunisie lors des gouvernements frères musulmans, et donc tant de l'ancien régime que de l'opposition à référent religieux à cet ancien régime, un pôle qui se base sur des valeurs qui sont celles, des valeurs dont celles que j'ai indiquées, de justice sociale, de dignité nationale, de démocratie, bien sûr, de liberté, et qui combat comme troisième force, hein, qui représente une alternative réelle à ces deux pôles de la contre-révolution, hein, ce binaire fatal duquel il faut absolument sortir parce qu'il est désastreux et il est destructeur. C'est la condition à l'échelle de l'ensemble de la région, parce que ça s'applique à tous les pays de la région. Les conditions objectives sont et vont rester explosives, et elles le deviennent de plus en plus. La crise sociale et économique, loin de se résorber, ne fait que s'aggraver à l'échelle régionale. C'est valable pour tous les pays. Et croire que dans ces conditions, il y ait un régime quelconque qui puisse stabiliser la situation, c'est se faire des illusions. Si vous prenez le cas de l'Égypte, Sisi,
bon, enfin, s'il tient, c'est par la rhétorique de la guerre contre le terrorisme et la peur instillée par le terrorisme, au point qu'on peut parfois se poser des questions sur qui y a derrière ces attentats en Égypte. Mais sur le plan social-économique, le mécontentement grand, même enfin, la presse économique, il n'y a pas longtemps, le Financial Times avait un article sur le très fort mécontentement populaire en Égypte contre les mesures économiques du régime de Sisi, la fin des subventions à certains produits de base, etc. Il y a donc, on sait aussi dans la région, même dans des pays comme l'Égypte, que la jeunesse ne soutient pas. Elle n'a pas voté pour Sisi en Égypte, elle n'a même pas pris part au vote en Tunisie. Et c'est cette jeunesse qui a fait le soulèvement. Mais cette jeunesse ne se retrouve pas dans ses choix. Elle ne se retrouve pas dans ses bonnets blancs et blancs ou la descente dans la barbarie dont la Syrie, malheureusement, aujourd'hui, nous offre le spectacle le plus désolant. Et quand je dis la descente dans la barbarie, je veux dire ce que j'ai appelé le choc des barbaries, qui est très fortement illustré dans le cas syrien, dans le choc entre le régime syrien, la barbarie majeure en Syrie, et l'État islamique, cette barbarie mineure, mais enfin en rapport de l'autre, mais qui n'en est pas moins abominable. Voilà. Donc je crois que, en dépit de ce que de l'impression que je peux donner, je pense qu'il y a encore des raisons d'espérer, non pas d'être optimiste. Je ne suis pas optimiste, mais il faut espoir garder parce que la situation reste ouverte et parce que, en tout cas, comme je l'ai dit au départ, et je termine là-dessus, c'est un processus qui s'installe aujourd'hui dans la durée. Il y aura encore beaucoup de bouleversements dans la région, des phases nouvelles de soulèvement, des phases nouvelles de contre-révolution. Il faudra probablement plusieurs décennies avant que quelque chose de nouveau se dégage véritablement dans la transformation sociale et politique dans cette partie du monde. Merci. Merci. Parlez plus fort. Quand vous parlez d'accord, vous dites d'accord, quelles que soient les conditions, quelle que soit la situation, d'accord entre qui? Avec le régime, par exemple? Oui. On attend, peut-être on prend 2, 3. Bon, alors, il faut oui. Oui. C'est au sujet de la Tunisie. C'est comment vous voyez le rôle du Front populaire en Tunisie par rapport à tout ce que vous avez développé sur la Tunisie. C'est-à-dire sur le rapport, effectivement, à Narda et le régime des bénalistes. Oui, sur la possibilité de l'émergence d'une troisième force en Syrie, équidistante avec les islamistes et le régime, tel que vous la voyez ailleurs dans les pays arabes, tel que vous l'espérez peut-être. Sur ces conditions de son émergence. Oui. Oui, en fait, ce que je voulais dire, pour arriver à la solution des moins mauvais, qui sont les acteurs qui vont discuter ensemble pour arriver à cette solution-là en Syrie? Oui. Jean-Pierre Filius, vous êtes beaucoup parlé tout à l'heure du rôle de la Turquie, qui pourrait appuyer les forces démocratiques en Syrie. Qu'en est-il de la Turquie? Est-ce que la Turquie, qui a un régime tout à fait conservateur, peut jouer un rôle positif? D'autres. C'est bon, il y a pas de questions là. Oui, j'aimerais bien, monsieur le professeur, vous poser la question. Alors, vous avez dit que les révolutionnaires armés, les combattants armés sous la révolution, sont un référent religieux. Et moi, je vous pose la question directe. Peut-on trouver d'autres combattants révolutionnaires, ça veut dire ceux qui ont pris les armes, qui n'ont pas de référent religieux? Voilà la question. Là, il a pas mal de questions. Bon, écoutez. Bon, bien. Merci pour les questions. Donc,
faire court, malheureusement, c'est des choses complexes et on est obligé de parler vite. Bon, je commence par la Tunisie, puisque tout le reste est sur la Syrie. Sur la Tunisie, bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité dans le Front populaire, c'est-à-dire la coalition de la gauche tunisienne, sur des choses aussi, je dirais, élémentaires que par exemple, faut-il aller ou pas au gouvernement avec Nida Tounes. Il y a une partie importante du Front populaire tunisien. Ils ont voté pour celle-ci. Comment? Ils ont appelé à Oui, voter pour celle-ci. de fait. C'est-à-dire, c'est le truc qu'on connaît ici dans ce pays à l'époque Chirac-Le Pen, c'est voter contre. Bon, mais ça revient au même finalement. On connaît comment ça fonctionne. Mais il y avait au départ une volonté d'appeler à voter directement. Et alors, ça a été finalement une solution de compromis. Donc, ces attitudes-là sont désastreuses. Pourquoi elles sont désastreuses? Parce qu'elles permettent à Narda de se refaire une jeunesse, d'expliquer qu'ils sont les seuls représentants véritables de la révolution et que les autres sont, vous voyez, c'est des amis de l'ancien régime. Hein, et alors après, ça peut prendre des colorations diverses et variées, comme de dire les laïcs, les athées, les je ne sais pas quoi. C'est désastreux. C'est désastreux. On ne peut... si la gauche veut se construire sur quelque chose, il faut qu'elle se construise d'abord et avant tout sur ce qui est le pourquoi premier de la gauche, qui est la question sociale. Et si elle ne met pas en avant un programme social radical qui va, de fait, la mettre en opposition directe, bien sûr, à Tsipsi et à Narda, eh bien elle rate le coche. Hein. C'est ce qui est en train de se passer, malheureusement. Bon, à part le fait de ce que j'ai dit aussi, je crois que le Front populaire aurait dû, depuis le début, depuis qu'il a pris les commandes de l'UGTT, pousser l'UGTT en tant qu'UGTT en avant, et non pas cantonner, non pas approuver le rôle de médiation de l'UGTT entre Narda entre les deux pôles de la contre-révolution. Tout ça, je trouve assez lamentable, malheureusement. Alors, sur la Syrie, bon. De quel accord je parle? Quel que soit l'accord, bon, il y a des tractations en cours, avec une réunion programmée à Moscou et d'autres. Il y a une sorte de convergence américaine, saoudienne, égyptienne et la Russie et l'Iran qui semblent aller un peu dans le même sens. C'est lié, bon, je n'ai pas le temps, lié y compris à la question du pétrole, etc. Mais enfin bon, il y a la possibilité, elle est petite, hein, bon, mais que se dégage un accord quelconque qui, évidemment, serait extrêmement frustrant si on met comme objectif ce qui est l'objectif depuis le départ, le minimal, le départ de Bachar al-Assad. Un accord qui passe par le maintien de Bachar al-Assad avec un Muaz al-Khatib comme, par exemple, Premier ministre, qui a été à un moment donné le chef de la coalition nationale. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se tramer aujourd'hui dans ce sens. Ce que je veux dire, c'est que si un accord de ce type intervient, hein, je vais parler en mon nom personnel, je ne dirais pas qu'il est bon, mais je ne dirais pas il faut continuer le combat. De toute façon, qui va coûter? Voilà. Mais c'est-à-dire, il faut mettre fin à l'hémorragie. C'est l'urgence première. Et alors créer les conditions d'une construction de ce troisième pôle qui va lutter contre les autres. Mais il faut, pour que ce pôle se construise, eh bien, que les combats s'arrêtent, parce qu'il n'y a pas de place dans les affrontements militaires aujourd'hui en cours. La question, Gilbert, qui contrôle Daesh, par exemple? Non, Daesh, Nusra ne feront pas partie de ça. Mais c'est ça les principales forces sur le terrain. D'accord. Alors, oui, tu l'as. Je vais dire une chose. Le peuple syrien n'en peut plus. S'il y a un accord aujourd'hui, déjà la base populaire qu'il peut y avoir pour Nusra ou pour Daesh va se rétrécir considérablement parce que les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus, ils veulent sortir de ça. Donc s'il y a un accord proclamé avec l'opposition officielle et le régime, avec un Muaz al-Khatib qui est une figure lui-même religieuse, eh bien,
ça va du coup, bien sûr, affaiblir considérablement ceux qui veulent continuer le combat. Ceux qui veulent continuer le combat. Mais en tout état de cause, moi je pense, et encore plus pour les gens qui sont à l'extérieur, l'idée qu'il faut se battre jusqu'au dernier Syrien, ou jusqu'à la dernière Syrienne, est une idée irrecevable. Elle est même indécente, je crois. Mais non, je veux dire que les forces qui négocient, je veux dire que les forces qui négocient ne contrôlent rien sur le terrain. Oui, mais attends. Tu as vu la liste des personnalités. D'abord, c'est pas vrai. Parce que tu as un front américain dans le sud du pays, Dolar, etc., c'est les États-Unis. Ils sont en train d'envoyer maintenant, ces dernières nouvelles, plusieurs centaines d'instructeurs militaires, etc. Bon, tu as ça, si l'accord se fait, la Turquie et le Qatar doivent être dans le coup. Aujourd'hui, la Turquie, on va poser la question sur la Turquie joue un jeu plus qu'ambigu. La Turquie soutient Nasrallah. Bon, alors je ne sais pas ce que mon ami Jean-Pierre a dit, mais enfin, la Turquie soutient Nasrallah. La Turquie, évidemment, pèse très lourd dans les décisions de l'opposition. La Turquie a un rôle plus qu'ambigu et qui, en tout cas, penser que la Turquie sera le soutien à une quelconque solution progressiste en Syrie, c'est se faire là de très fortes illusions, hein, de très très fortes illusions. Je crois que ça, c'est tout à fait hors de question. Bon, donc c'est. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller manifester pour cet accord ou quoi que ce soit. Tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'en tout cas, les choses ne sont pas entre nos mains ici. Hein. Bon. Et que s'il y a quel que soit... je n'irai pas jeter des pierres sur qui que ce soit de l'opposition syrienne qui rentre dans un accord de ce type. Parce qu'en tout cas, à mon sens, il faut... Enfin, la priorité des priorités, c'est arrêter le combat. C'est arrêter le combat parce que c'est... C'est pas le départ de ça, c'est ça qui est important, parce que les gens sont le... Oui, écoutez, il faut savoir reconnaître une défaite. Une défaite est une défaite. C'est pas une défaite définitive, mais il y a une phase de la révolution syrienne qui a été défaite, c'est clair. Et alors, c'est pour ça que je dis que... mettez-vous à la place des gens qui sont sur place, mettez-vous à la place des réfugiés sous les tentes à frontières. Ces gens, il faut un peu d'humanité. Ce n'est plus possible de continuer cette situation. Et si elle s'installe dans la durée, si elle perdure, allez en Turquie voir les mendiants syriens. Enfin, c'est un spectacle absolument insupportable pour qui a connu la Syrie. C'est une situation terrible. Et il n'y a pas aujourd'hui, il est clair que le régime syrien, tant qu'il est soutenu par l'Iran et la Russie, peut durer. Et on ne voit pas l'Iran arrêter son soutien aujourd'hui. Donc, si vous voulez que les combats s'arrêtent, le seul moyen, c'est un accord régional, international, qui passe par ce que j'ai dit. Si ça se fait, ça sera très mauvais. Il faudra continuer le combat pour le renversement du régime. Bon, ça va de soi. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut soutenir l'accord. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis simplement, on ne peut pas faire de la surenchère, n'est-ce pas, encore moins de l'extérieur, n'est-ce pas, pour dire non, il faut continuer jusqu'au renversement de Bachar al-Assad. À quel prix? Mais dans ce cas, on fait un accord avec al-Nusra et avec Daesh, et ils ont plus de pouvoir que Assad, parce que Assad aujourd'hui, si on fait un accord avec Assad, est-ce qu'il est capable de renverser qui que ce soit? Est-ce qu'il n'est pas capable de renverser ni Nusra ni Daesh? Alors, quand on fait un accord avec les autres forces, et puis vous pensez que quel élément il est prêt à donner, qu'est-ce qu'il est prêt à donner si on fait un accord avec Bachar, à part se retirer. Si on veut déclarer, comme vous avez dit, qu'on a perdu, autant arrêter tout plutôt que de faire un accord. Parce que l'accord, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Non, arrêtez tout. Il faut en tirer. Un accord peut fournir un certain nombre de garanties en ce qui concerne le retour des réfugiés, en ce qui concerne la répression, en ce qui concerne le gouvernement, bon, des choses de ce type. Et ça peut mettre en place, en tout cas, une dynamique de type différent. Je ne dis pas, je dis bien, qu'est-ce que vous proposez en échange?
Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit que c'est la solution la moins mauvaise. Quelle est l'alternative? Dites-moi quelle est l'alternative. Continuez. Vous dites ça à partir de Paris. Continuez. Bon.